Ce n'est pas qu'une simple histoire de crime. C'est l'une des affaires les plus dérangeantes qui se soit jamais déroulée au cœur de l'Amérique. Une histoire qui a poussé les parents à revérifier les serrures de leurs portes et à s'attarder plus longtemps auprès des berceaux de leurs enfants. Une affaire si glaçante qu'encore aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, elle donne des frissons à Kansas City. Mais la disparition de Lisa n'est pas la seule tragédie que nous allons revisiter ce soir. Vous êtes sur le point d'entendre comment deux familles différentes, l'une au Missouri, l'autre au Dakota du Nord, ont tout perdu. Deux histoires séparées par des années et des kilomètres, mais liées par un fil unique. L'échec d'un système censé protéger les plus vulnérables d'entre nous. La première est l'histoire de la petite Lisa Irwin, une fillette de 10 mois, aux yeux bleus vifs et au sourire qui illuminerait son petit monde, disparue sans laisser de traces lors d'une nuit d'automne tranquille. La seconde est le cas horrible de la petite Mecca Carrillo, âgée de seulement 15 mois, dont les derniers jours furent marqués par une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer. Ces récits ne sont pas racontés uniquement pour choquer, ce sont des avertissements. Ce sont des rappels de la rapidité avec laquelle la sécurité peut s'effilocher et comment le silence de ceux qui sont censés agir peut devenir mortel. Alors avant de commencer, prenez un instant, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette histoire et que votre voix rejoigne le combat pour la sécurité des enfants. Pour comprendre la tragédie du 3 octobre 2011, nous devons entrer dans la modeste maison de North Lister Avenue à Kansas City, Missouri. Au premier coup d'œil, elle ressemblait à n'importe quelle autre maison familiale du quartier. Des voisins qui se saluent, des enfants qui jouent dans la cour, des adultes qui sirotent leur café sur leur véranda. Mais derrière cette façade ordinaire, des fissures commençaient déjà à apparaître. La mère était Deborah Bradley, âgée de 25 ans. Légalement, elle était toujours mariée à un militaire nommé Sean Bradley, bien qu'ils ne vivent plus ensemble. La raison pour laquelle ils n'avaient pas divorcé était d'une simplicité douloureuse. Un divorce coûtait 300 $ et ils n'en avaient pas les moyens. Ce petit détail en disait plus sur leurs difficultés financières que des mots n'auraient jamais pu. La pauvreté était profonde et avec elle venait l'instabilité. La personnalité de Deborah n'aidait pas. Ses amis la décrivaient comme quelqu'un qui recherchait l'attention, une femme qui ferait des scènes en public, dont l'humeur changeait rapidement, qui semblait désespérée d'être vue et remarquée. Les réseaux sociaux sont devenus sa scène. Chaque verre, chaque fête, chaque rire était posté en ligne pour que le monde entier en soit témoin. Même le jour où tout a changé, le 3 octobre, Deborah a pris plusieurs selfies, un verre de vin à la main. Ses priorités étaient quand même claires pour certains. Attention et indulgence d'abord, responsabilité ensuite. Pourtant, en même temps, elle était aussi considérée comme une mère aimante. Ses amis admettaient qu'elle adorait ses enfants et parlaient souvent de la façon dont ils la comblaient. Cette contradiction, fêtarde mais maternelle, deviendrait un thème obsédant dans l'histoire de la disparition de son enfant. Le père était Jeremy Irwin, 29 ans, électricien. Il avait un fils, Blake, d'un précédent mariage. Blake vivait avec lui à plein temps après que sa mère ait perdu sa garde en 2008. Jeremy était connu pour être un travailleur acharné, faisant souvent des heures supplémentaires, rentrant épuisé, mais essayant toujours d'être présent pour ses enfants. Ensemble, Jeremy et Deborah avaient construit ce qui ressemblait à une famille typique. 2 garçons et enfin leur petite fille, Lisa. Lisa Renée Irwin est née le 11 novembre 2010. Elle était blonde, avec des yeux bleus saisissants et une petite tache de naissance sur sa cuisse droite. Elle n'avait que 2 minuscules dents de lait et commençait à imiter les mouvements de ses frères aînés, qui l'appelaient affectueusement « ma petite citrouille ». Elle adorait les bananes et les spaghettis, et chaque nuit, elle câlinait un ver lumineux en s'endormant sous sa couverture Cars et un tas de peluches Barney. Pour ses parents, Lisa était celle qui complétait leur famille. Deborah a un jour dit « c'est elle qui nous a achevés ». Mais sous ce sentiment d'achèvement se cachaient des signes inquiétants. Juste une semaine avant la disparition de Lisa, des voisins ont signalé un homme suspect qui traînait près des terrains de jeu de la région. Mince, de taille moyenne, la quarantaine. Ils ont appelé la police, mais rien n'a été fait. Pas d'arrestation, pas de suivi sérieux, juste une note dans un dossier. À la même époque,
les services de protection de l'enfance ont reçu une plainte anonyme concernant la famille. L'appelant s'inquiétait de la sécurité du bébé, affirmant que la petite fille pleurait souvent toute la nuit et que quelque chose chez les parents semblait bizarre. La plainte a été enregistrée, mais la visite a été retardée, reportée à nouveau et finalement oubliée. Personne ne l'avait réalisée à l'époque, mais ces occasions manquées, avertissements ignorés, enquêtes retardées, feraient bientôt la différence entre la sécurité et un cauchemar. Car Lisa, le bébé souriant qui illuminait le monde de sa famille, allait bientôt disparaître dans l'ombre. Le 3 octobre 2011 a commencé comme n'importe quel autre lundi dans la famille Irwin. Cet après-midi-là, vers 14h30, Jérémy est rentré pour le déjeuner. Il s'est assis avec les enfants, a partagé un repas, et pendant un court moment, tout semblait paisible. Mais personne n'aurait pu deviner que ces moments ordinaires deviendraient les derniers souvenirs heureux, avant que le cauchemar ne se déploie. Vers 16h30, Déborah est allée faire des courses à Festival Foods avec son frère, Philippe. Les caméras l'ont enregistré achetant des couches, de la nourriture pour bébé et une boîte de vin à 40 $. Pour une famille qui vivait de paye en paie, une famille qui ne pouvait pas économiser 300 $ pour un divorce, 40 $ dépensés en alcool était révélateur. Pour beaucoup, cet achat deviendrait plus tard le symbole de priorité mal placée, un détail qui jetait le doute sur l'instinct de Déborah en tant que mère. Vers 17h30, Jérémy est parti pour son quart de nuit chez Starbucks. C'était la première fois depuis longtemps qu'il travaillait de nuit, laissant Déborah seule avec les enfants. Cette même nuit, les services de protection de l'enfance, qui avaient déjà reçu un appel anonyme exprimant des inquiétudes concernant le bien-être de Lisa, n'ont rien fait. La visite avait été reportée à nouveau, le dossier mis de côté, laissant le foyer Irwin sans surveillance. À 18h40, Déborah a couché la petite Lisa. Elle l'a habillée d'un short violet et d'un t-shirt imprimé de petits chatons blancs. Le bébé s'est blotti avec sa couverture et s'est endormi. À première vue, c'était une routine de coucher normal, mais c'était la dernière fois que quiconque pouvait confirmer avoir vu Lisa vivante. Vers 19 ans, la voisine Samantha Brando est venue avec sa fille de 4 ans. Elles se sont assises sur le porche avec Déborah, ont fumé des cigarettes et ont ouvert la boîte de vin. Verre après verre a disparu, la bouteille se vidant rapidement. Déborah a admis plus tard avoir bu entre 5 et 10 verres, bien qu'elle ne puisse pas se souvenir exactement. À la fin de la nuit, les deux femmes avaient vidé toute la boîte. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la mémoire de Déborah s'est troublée. Elle a affirmé avoir revérifié Lisa à 22 ans, mais s'est contredite plus tard, disant qu'elle n'avait peut-être pas regardé après 18h40. Dans une version des faits, elle a jeté un coup d'œil dans la chambre. Dans une autre, elle a admis ne l'avoir jamais fait. L'alcool a tout brouillé et la vérité est devenue insaisissable. Samantha est partie vers 22h30. Déborah a dit qu'elle s'était couchée peu après, bien qu'elle ne puisse pas se souvenir si elle avait verrouillé les portes, éteint les lumières ou même vérifié ses enfants. Le fils aîné dormait dans sa chambre, tandis que le plus jeune a rampé dans le lit de Déborah. L'épuisement mêlé au vin, et bientôt la maison a sombré dans le silence. Mais dans ce silence, quelque chose d'horrible s'est produit. À 4 heures du matin, Jérémy est rentré du travail. Dès qu'il est entré, quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était déverrouillée, très inhabituelle pour Déborah, qui était méticuleuse en matière de verrouillage lorsqu'il travaillait la nuit. Plusieurs lumières étaient encore allumées dans la cuisine et les couloirs. Un autre détail étrange. Dans la salle informatique, la moustiquaire de la fenêtre semblait avoir été trafiquée, mais il n'y avait aucun signe clair d'effraction. Jérémy est allé vérifier les enfants. Les garçons étaient en sécurité, l'un dans son lit, l'autre endormi à côté de Déborah, qui gisait inconsciente d'épuisement et d'alcool. Au pied du lit se trouvait quelque chose d'étrange, un chat errant. La famille ne possédait pas de chat. Comment il était entré dans la maison est resté un autre mystère bizarre. Enfin, Jérémy a ouvert la porte de Lisa. Le berceau était vide. Sa fille avait disparu. La panique l'a saisi. Il a fouillé la maison, les placards, sous les lits. Rien. Il a secoué Déborah pour la réveiller, criant « Où est Lisa ?» Mais elle était trop étourdie pour comprendre. Alors que la réalité s'installait, ils ont couru dehors,
appelant le nom du bébé dans la nuit. Elle n'avait que 10 mois, elle n'aurait pas pu aller loin. Mais elle n'a pas répondu. Puis est venu un autre choc. Les 3 téléphones portables de la famille avaient disparu. La seule façon pour eux d'appeler le 911 a été d'utiliser le téléphone professionnel de Jérémy. Cette nuit-là, la maison ordinaire de North Lister Avenue s'est transformée en scène de crime et Lisa Irwin est devenue le centre de l'un des mystères les plus obsédants de l'Amérique. Lorsque la police est arrivée aux premières heures du 4 octobre, des lumières clignotantes ont illuminé le quartier. Les agents ont fouillé la maison, la cour, les rues environnantes. Pendant les premières heures, il y avait encore de l'espoir. Peut-être Lisa s'était-elle éloignée, peut-être était-elle à proximité. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, cet espoir a commencé à s'amenuiser. Ce que les enquêteurs ont découvert a soulevé encore plus de questions que de réponses. Le chien de la famille, ainsi que les chiens des voisins, n'avaient pas aboyé cette nuit-là. Habituellement, ils réagissaient à la moindre perturbation, mais cette nuit-là, le silence régnait. C'était comme si celui qui était entré dans la maison était soit familier aux animaux, soit savait exactement comment les faire taire. Puis sont arrivés les relevés téléphoniques. À 23h57, juste avant minuit, l'un des téléphones portables manquants a passé un appel de 50 secondes. Le numéro appartenait à Megan Wright, qui a nié avoir jamais répondu au téléphone. Mais le voisin de Wright, un homme connu sous le surnom de Jersey, avait un long casier judiciaire, y compris des cambriolages et des incidents près de garderies. L'appel le reliant à quelqu'un qui lui était lié semblait être plus qu'une coïncidence. Des témoins ont ajouté de l'huile sur le feu. Vers 2h30 du matin, un homme a été aperçu marchant dans la rue, tenant un enfant dans ses bras. L'enfant était légèrement vêtu malgré la nuit froide d'octobre. Un autre témoin a vu ce qui ressemblait au même homme sortant d'un bois près d'une station-service avec un bébé. La même nuit, un incendie s'est déclaré dans une benne à ordures à proximité. À l'intérieur, les pompiers ont trouvé des vêtements d'enfants brûlés, des cendres trop dégradées pour des tests ADN. La possibilité que ces vêtements aient appartenu à Lisa était horrifiante. Pourtant, malgré ces pistes, l'enquête a changé de cap. Après seulement 2 jours, la police a annulé l'alerte Amber, suggérant qu'ils ne s'attendaient plus à retrouver le bébé vivant. Au lieu de suivre chaque piste possible, les détectives se sont concentrés sur Deborah. Son histoire ne cessait de changer. D'abord, elle a dit avoir vérifié Lisa à 22h01, puis a admis qu'elle n'avait peut-être pas regardé après 18h40. D'abord, elle a affirmé 1 ou 2 verres de vin, puis a avoué que cela aurait pu être 5, peut-être 10. Ces incohérences ont alimenté les soupçons. Lorsqu'elle a été interrogée, des observateurs ont remarqué quelque chose de troublant. Deborah riait parfois, déplacée, inappropriée, presque bizarre. Elle a ensuite accepté un test polygraphique qu'elle aurait échoué selon la police. Deborah a insisté sur le fait qu'elle était victime d'un complot, mais l'opinion publique s'est divisée. Certains croyaient qu'elle était une mère en deuil soumise à un examen injuste. D'autres la considéraient comme la principale suspecte de la disparition de sa propre fille. Et à travers tout cela, les 48 premières heures cruciales se sont écoulées. Les équipes de recherche se sont réduites, les pistes se sont refroidies et la possibilité de retrouver Lisa vivante a commencé à s'évanouir. Le système qui était censé la protéger semblait paralysé, plus concentré sur la preuve de la culpabilité que sur le sauvetage d'un enfant. Ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi la disparition de Lisa a révélé quelque chose de plus sombre qu'un simple crime. Cela a révélé comment un système entier conçu pour protéger les enfants pouvait s'effondrer à tous les niveaux. Les services de protection de l'enfance avaient reçu un tuyau anonyme concernant Lisa avant qu'elle ne disparaisse. Une voisine s'inquiétait que le bébé pleure trop souvent la nuit, que quelque chose dans la maison ne semblait pas correct. Mais au lieu d'agir rapidement, le dossier a été reporté, d'abord à la semaine suivante, puis au mois suivant, jusqu'à ce qu'il soit simplement oublié. Au moment où Lisa a disparu, personne de l'agence n'avait jamais donné suite. La police, elle aussi, a ignoré les signes avant-coureurs. Des voisins avaient signalé un homme suspect rôdant près des aires de jeu juste une semaine plus tôt. La description correspondait à l'homme lié plus tard au relevé téléphonique de Deborah. Jersey, un délinquant connu ayant des antécédents d'intrusion et d'effraction. Pourtant, les agents ont balayé cela d'un revers de main, citant un manque de preuves.
Cette négligence a laissé le quartier exposé à un prédateur. Et puis est venue l'alerte Amber. Dans les heures les plus cruciales, les 48 premières, lorsque les chances de survie d'un enfant sont les plus élevées, les forces de l'ordre ont brusquement annulé l'alerte après seulement 2 jours. Le message était dévastateur. Les autorités ne s'attendaient plus à retrouver Lisa vivante. Au lieu de consacrer des ressources aux efforts de recherche, elles ont concentré leur énergie sur l'interrogatoire de Deborah. Pendant jusqu'à 10 heures par jour, elle était soumise à un interrogatoire sévère, tandis qu'à l'extérieur, de moins en moins de personnes fouillaient les bois, les rues, les terrains vagues. Même les médias, qui auraient pu faire pression sur l'enquête pour qu'elle agisse plus rapidement, sont devenus une partie du problème. Des journalistes ont payé des voisins pour des interviews exclusives. Des émissions de télévision ont transformé la disparition de Lisa en une source d'audience. La couverture est passée de la recherche d'un bébé disparu à l'analyse de chaque expression, de chaque erreur passée de la mère. Pendant ce temps, la chambre de Lisa est restée intacte, ses jouets Barney et son verre lumineux attendant un enfant qui n'est jamais rentré. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis cette nuit et l'affaire reste froide. Pas d'arrestation, pas de réponse, juste des questions persistantes. Était-ce un enlèvement, un accident dissimulé ou quelque chose d'encore plus sinistre? Le plus troublant est ceci. Lisa devrait être une adolescente aujourd'hui, riant avec ses frères, naviguant à l'école, vivant une vie qui lui a été volée avant même d'avoir commencé. Au lieu de cela, le silence autour de son affaire nous rappelle à quel point la sécurité est fragile et à quelle vitesse elle peut disparaître lorsque ceux qui sont chargés de la protéger échouent. La disparition de Lisa Irwin n'a laissé derrière elle que des questions, des dossiers froids et une famille déchirée par le soupçon. Une enfance est évanouie dans la nature et le monde a continué sans réponse. Mais l'histoire de Lisa n'est pas une tragédie isolée. Elle fait partie d'un schéma beaucoup plus vaste, où des enfants passent à travers les mailles du filet d'un système qui est censé les protéger. Car près d'une décennie plus tard, dans une autre ville américaine tranquille, l'histoire s'est répétée sous une forme encore plus brutale. Cette fois, ce n'était pas le mystère d'une enfant volée dans son berceau. C'était une horreur perpétrée, au vu et au su de tous, à l'intérieur du domicile de quelqu'un en qui la famille avait entièrement confiance. Elle s'appelait Mecca Carrillo, une petite fille de 15 mois, aux yeux brillants et en bonne santé, originaire de Fargo, Dakota du Nord. Elle avait des joues potelées, était joyeuse et connue pour couvrir sa famille de câlins et de bisous. Mecca vivait avec sa tante Amanda, qui l'élevait comme si elle était sa propre fille. La petite fille remplissait leur maison de rire, baragouinant ses premiers mots, jouant avec ses cousins, illuminant chaque pièce où elle entrait. Et puis est arrivée Brandy Adele, une femme qui faisait partie de la vie de la famille depuis plus de 5 ans. Elle était considérée comme une amie proche, voire comme une sœur. Amanda lui faisait tellement confiance qu'elle laissait souvent les enfants à la garde d'Adele. Qui d'autre pourrait être plus sûr que quelqu'un que l'on connaît depuis un demi-siècle? Mais derrière le sourire familier se cachait quelque chose d'inimaginable. Quand Amanda a permis à Adele de prendre Mecca pour quelques jours, cela a semblé inoffensif. En réalité, ce fut le début de 3 semaines de tourments qui allaient choquer même les détectives chevronnés. Octobre 2020 aurait dû être une période ordinaire et joyeuse pour Mecca Carrillo, âgée de 15 mois. Elle vivait avec sa tante Amanda à Moorhead, Minnesota, après que ses parents biologiques n'aient plus pu s'occuper d'elle. Amanda adorait la petite fille, la traitant non comme un fardeau, mais comme sa propre enfant. Leur maison était pleine de cousins, de chaleur et de rire. Mecca était un bébé en bonne santé qui avait déjà commencé à balbutier des mots comme « au revoir » et « papa ». Elle était connue pour donner des câlins librement, tendant les bras à chaque adulte qu'elle voyait, comme si elle ne croyait pas que le mal existait dans le monde. Dans ce cercle de confiance est entrée Brandy Adele, l'amie de longue date d'Amanda depuis plus de 5 ans. Adele était présente aux réunions de famille, aux vacances et aux événements importants. Amanda comptait souvent sur elle pour la garde des enfants, certaine que personne ne pouvait être plus sûr pour ses enfants qu'une femme qu'elle considérait comme de la famille. Mais derrière cette façade de loyauté, Adele abritait une noirceur que personne ne soupçonnait. Le 28 octobre, quelques jours seulement avant Halloween, Adele a proposé de prendre Mecca pour un court séjour. Elle a promis d'offrir à l'enfant une joyeuse fête d'Halloween.
Amanda a accepté sans hésitation, emballant les jouets et les pyjamas préférés de Mecca. C'était censé être un week-end inoffensif avec une amie de confiance. Au lieu de cela, ce fut le début de 3 semaines de cruauté indicible. Dès l'instant où Adèle a emmené Mecca dans son appartement de Fargo, la maison s'est transformée en chambre de torture. Jour après jour, la petite a été battue avec des objets contondants, laissant des contusions et des fractures sur son petit corps. Adèle lui a versé des produits chimiques sur la peau, brûlant sa chair délicate. Les voisins ont admis plus tard avoir entendu des pleurs, mais les ont considérés comme des caprices d'enfants. Ils n'ont jamais imaginé la vérité, qu'un bébé était systématiquement maltraité entre ses murs. Ce qui a suivi était encore plus horrifiant. Adèle a soumis Mecca à des abus sexuels, des atrocités si ignobles que même les détectives chevronnés ont eu du mal à les comprendre. Elle a forcé la petite à boire de l'alcool, observant sa petite gorge brûler et son estomac se tordre d'agonie. Le rire de Mecca, autrefois la bande-son du foyer d'Amanda, a été remplacé par des pleurs faibles et des sanglots désespérés. Au fil des jours et des semaines, l'état de Mecca s'est détérioré. Ses yeux autrefois brillants se sont ternis, sa force a diminué. À la mi-novembre, son corps était couvert de contusions, de brûlures et de cicatrices. Elle ne pleurait plus bruyamment, elle n'avait plus d'énergie. Le 19 novembre, elle était déjà mourante. Adèle, consciente de l'état critique de l'enfant, n'a pas arrêté. Au lieu de cela, elle s'est préparée à ce qui allait devenir l'acte final de cruauté. Le 20 novembre, Adèle a placé Mecca dans une baignoire remplie d'eau et l'y a laissé pendant 2 heures. Trop faible pour lever la tête, la petite a glissé sous la surface. Quand Adèle est revenue, Mecca était inconsciente, sa peau bleutée, sa petite poitrine ne se soulevant plus. Prise de panique, Adèle a essayé de la réanimer en la frappant et en la pinçant, mais il était bien trop tard. À 22h44, elle a finalement appelé une ambulance, affirmant que c'était un accident. Les ambulanciers ont transporté Mecca à l'hôpital, mais la vérité était évidente. Le corps de l'enfant portait les marques d'une torture systématique, des blessures fraîches à côté de celles à moitié guéries, des brûlures chimiques, des os cassés et des preuves d'agression sexuelle. Pendant 4 jours, des machines l'ont maintenu en vie, mais son cerveau avait été irréparablement endommagé par le manque d'oxygène. Le 24 novembre, la famille a pris la décision déchirante de retirer le soutien vital. La courte vie de Mecca a pris fin après seulement 456 jours sur Terre. L'autopsie était si macabre que les procureurs ont averti la famille de ne pas la lire. « Cela vous changera pour toujours », a déclaré un détective à Amanda. Même l'assistant du procureur de district a refusé de décrire les blessures en pleine audience, disant « Quand je dis habituellement des blessures de la tête aux pieds, c'est métaphorique. Dans ce cas, c'est littéral. » Adèle a été arrêtée près de 2 mois plus tard et accusée de meurtre et de maltraitance d'enfants. Elle a d'abord affirmé que tout n'avait été qu'une erreur tragique, mais a finalement plaidé coupable. En décembre 2021, le tribunal l'a condamnée à 30 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Pour beaucoup, la peine a semblé scandaleusement légère par rapport à l'horreur qu'elle a infligée. Le moment le plus choquant du procès, cependant, ne vint pas d'Adèle mais du père de Mecca, Manuel Carrillo. Emprisonné au moment de la mort de sa fille, il a été autorisé à assister à l'audience. Lorsqu'il a eu l'occasion de prendre la parole, il a stupéfié la salle d'audience en demandant au juge de faire preuve de clémence. « Sa vie a encore de la valeur », a-t-il dit en parlant d'Adèle. « Je lui pardonne, mais je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait. » Ces paroles ont divisé le public. Certains les ont considérées comme un acte de grâce inimaginable, d'autres comme une trahison de la justice. Pour Amanda, qui avait élevé Mecca comme la sienne, la perte était insupportable. Elle est rentrée chez elle dans une maison qui semblait vide, au son des rires de ses autres enfants, manquant la voix qui aurait dû être là. « Ça fait mal chaque fois que je franchis la porte », a-t-elle dit. « Ça fait mal chaque fois que je les entends rire, parce qu'un rire manque, le sien. » 2 histoires. 2 enfants. Lisa Irwin qui a disparu dans la nuit sans laisser de traces. Et Mecca Carrillo, dont les derniers jours ont été volés par la personne même à qui sa famille faisait le plus confiance. Une affaire reste un mystère, l'autre a laissé un tribunal sous le choc. Pourtant, les 2 révèlent la même vérité. L'innocence est fragile. Et lorsque ceux qui sont chargés de la protéger échouent, le coup est insupportable.
Lisa devrait être une adolescente aujourd'hui. Elle devrait être au lycée, rire avec ses amis, peut-être planifier son avenir. Au lieu de cela, sa chambre reste figée dans le temps, un sanctuaire pour un bébé qui n'est jamais rentré à la maison. Mecca devrait être à la maternelle, apprendre ses lettres, remplir sa maison de joie. Au lieu de cela, sa famille porte le poids du silence, le son d'un rire qui ne reviendra jamais. Ce qui est le plus terrifiant, ce ne sont pas seulement les crimes eux-mêmes, mais les failles qui ont permis qu'ils se produisent. Les voisins ont signalé des avertissements, des agences ont reçu des plaintes, la police savait que des prédateurs rôdaient à proximité. Et pourtant, l'action a été retardée, ignorée ou abandonnée. Au moment où l'urgence est arrivée, il était déjà trop tard. Si cela a pu arriver à Laïsa, si cela a pu arriver à Mecca, cela peut arriver n'importe où. Et c'est pourquoi nous racontons ces histoires. Non pas uniquement pour choquer, mais comme un appel à la vigilance. Pour rappeler à chaque parent d'écouter son instinct, à chaque voisin de signaler ses soupçons, à chaque fonctionnaire de prendre les avertissements au sérieux. Car le plus petit détail manqué peut faire la différence entre la vie et la perte. Nous parlons pour ceux qui ne le peuvent plus. Partagez cette histoire. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez ces voix, bien que réduites au silence, résonner à travers nous. Leur vie comptait. Leurs histoires ne doivent pas être oubliées.